Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce soir, on a un petit projet sympathique, un petit programme sympathique. Alors, je l'ai noté sur mon bout de papier. On va attendre un petit peu que les gens arrivent sur le live. Au début, on va pas tout de suite aller sur les sujets que j'ai mis en titre. On va aller voir un petit peu les rendements qu'on a sur la DeFi. On va commencer à aller voir pourquoi je dis que le Bitcoin est finito, même si vous allez voir, je pense plutôt au fork de Bitcoin. Pas Bitcoin directement. Je vais pas parler de CryptoGouv parce que j'ai pas assez suivi le truc. Et on va parler d'une couille qui m'est arrivée récemment sur un exchange centralisé. Évidemment, c'est pas une clé privée. Je laisserai Augustin garder l'image sur la rediff. Il y a un petit easter egg dans cette clé privée. Allez, cadeau. Cadeau, je vous la laisse ici. Je voulais vite fait qu'on aille voir un petit peu en début de live les meilleurs rendements sur la DeFi. J'ai déjà montré les outils que j'utilise pour voir ça, mais c'est toujours sympa d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Est-ce que ça vous tente? Là, sincèrement, de tête, je saurais même pas vous dire ce que c'est en ce moment tout de suite précisément des bons rendements sur des stablecoins. Je dirais que au-dessus de 8%, on est bon, parce que quand même, je suis vraiment pas centré, je trouve. Parce que quand même, il y a des bull runs, il y a des bear markets. Là, clairement, faut pas trop en demander au marché. 20% sur des stablecoins, ça existe. Mais faut connaître tous les risques qu'il y a derrière. Alors là, vous voyez sur ce magnifique outil qui est CoinDix, on a un filtre stablecoin. Et je sais pas pourquoi, les deux premiers là, ça m'a l'air moyen d'être des stablecoins. Donc, à part si vous connaissez vraiment le VSTA et le WNCG, si vous pouvez me confirmer que c'est des stablecoins, moi j'ai pas l'impression. Donc, j'irai pas mettre mes sous-sous dessus. Sinon, moi, j'utilise l'ADA comme stablecoin. L'ADA, c'est un stablecoin. L'ADA, c'est pas une marque de voiture russe. Vywiz, il y a un problème. Cbridge, il y a un problème avec les rendements. Faut les réclamer sur Ethereum si ça n'a pas changé. Pour l'instant, j'aime pas trop ce que je vois. Je vais pas vous mentir. Là, il y a une stratégie qui a l'air sympa. Il y a 11% sur CRIM sur la BNB Chain, mais il y a très peu de liquidité. Et en plus, on peut voir la moyenne sur 7 jours qui est toute pourrie. Donc ça, à mon avis, c'est juste un rendement élevé temporaire. Donc Maple, je connais pas. C'est sur la blockchain Ethereum. Pardonnez-moi, désolé. J'utilise pas Ethereum au quotidien. J'utilise même quasiment pas Ether. Le peu de fois où je l'ai utilisé, c'était pour faire des strats à la con, dont une où j'ai perdu 300 balles dans des frais. Donc c'est bon. J'ai ma dose. Ether, ça attendra. Quoique, en ce moment, en vrai, ce serait bien de s'intéresser à Ethereum, ou en tout cas à certains protocoles qu'il n'y a que là-bas, parce que les frais coûtent pas trop cher. Le prix de l'Ether s'est pété la gueule, et en plus de ça, forcément, il y a moins de hype sur les cryptos, donc il y a moins de gens qui les utilisent, donc les frais sont moins élevés, comme c'est un système d'enchères. C'est quoi tes objectifs financiers hebdomadaires? J'en ai pas. Sincèrement, moi c'est du long terme en fait. On verra bien comment ça va se passer, mais moi c'est comme ça que je vis les choses là. Je suis en bear market, donc j'essaye plus ou moins de renforcer mes positions sur les cryptos que j'aime bien en y allant doucement. BTC, ETH, j'ai un tout petit peu de Ultra aussi, j'aime bien le projet. Mais pour moi Ultra c'est tout ou rien. Parce que si les concurrents qui sont déjà établis, genre Steam et tout, ils décident de faire des NFT, Ultra ils sont balayés, ça dégage. Enfin voilà, moi c'est ça ma strat. Là en bear market j'essaye de survivre tout simplement et d'accumuler petit à petit. Autofarm, depuis tout à l'heure je vois des rendements sur Autofarm mais c'est tout le temps avec des stablecoins que j'aime pas, genre le Frax ou le MIM. C'est pour ça que je les relève pas. Ouais, en vrai je me rends compte que en ce moment avoir 8% sur des stables c'est quand même bien déjà. c'est pas mal. Bon, il y a toujours des anomalies dans la matrice. Une que je vous ai montré plusieurs fois déjà, c'est BXH. Et ça me fascine toujours parce que les rendements n'ont pas baissé sur ce protocole. Ouais, ça a baissé un peu, mais ça reste élevé. On est sur du 40% sur toutes les cryptos qui sont proposées. Stablecoin, BTC, ETH, BNB, abusé. La UOB EcoChain, pareil, ça n'a pas trop bougé. On est vers du 45%. Avalanche, on en est où? Avalanche, pareil, on est vers du 40%. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Pourquoi les intérêts sont aussi élevés? Je suis vraiment pas confiant. Je pense qu'au bout d'un jour ou l'autre, ça va péter. Il y a un truc qui va se passer sur BXH. Mais petit à petit, mine de rien, ils avancent. Ils développent de plus en plus de choses sur leur projet. Et ils ont lancé un exchange centralisé, je suppose. J'ai pas encore été le tester. Voilà, ça ressemble un petit peu au basique qu'on a. Ça ressemble un peu à KuCoin, à Ascendex, Binance, OKX. Voilà, du classique au classique. Tu conseilles d'investir dans l'euro? Alors, l'euro, c'est compliqué parce que ça fait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Ouais, je pense que ça fait plusieurs mois sur ma chaîne que je dis que je vois bien l'euro revenir à 1$. Genre 1 euro égale 1$. Là, on y est, mais je n'avais pas de plan pour après. Est-ce qu'on va vraiment creuser, on va chercher des points hyper bas comme jamais on a fait quasiment? Enfin,
Quand l'euro a commencé à arriver, au début, il a eu un peu de mal. Hein. Fin 2000, il était dans les, en dessous des 87 centimes, en dessous des même 85 centimes, je crois. Il est descendu vachement bas. Donc pour l'instant, je sais pas si on peut retourner à des niveaux comme ça et tout. En plus, c'est pas un domaine que je maîtrise du tout. Mais déjà, les 1$ pour moi, c'était sûr. Genre, je m'y attendais clairement. Mais je pense que pour avoir un peu de stabilité par rapport à la monnaie que j'utilise, je vais peut-être passer un petit peu en stablecoin euro. Même pas la moitié ou quoi, mais peut-être 5-10% de mes stablecoin dollars que je vais convertir en stablecoin euro. Parce qu'avec la baisse déjà qui s'est faite depuis plus d'un an, hein, même 2 ans quasiment, là je me dis que c'est pas le pire moment pour commencer à avoir un peu de stablecoin euro. Et le marché commence à être un peu plus fourni à ce niveau-là. Il n'y a plus le monopole du dollar dans les stablecoins. Tu fais du staking sur Binance. Alors non, pas directement. Enfin, j'ai mes BNB dans le Vault, évidemment, pour avoir le cashback sur la carte Binance. En revanche, j'ai des BUSD et un peu d'USDT en épargne flexible là, sur Binance avec 10% d'intérêt. Mes BUSD, ils sont là parce que c'est mon budget pour, comme je vous ai dit avec le auto-invest, là, tous les jours j'achète 7$ de BTC et de TH. Et ben au lieu de laisser vos BUSD comme ça sur votre compte, l'auto-invest il est intelligent, il peut aller directement chercher dans le Binance Earn. Du coup, en attendant vos BUSD, j'en sais rien si vous avez prévu de mettre 1000$ ou 500$ sur comme ça du DCA, sur Binance, du DCA automatique. En attendant, vous pouvez faire fructifier entre guillemets ces stablecoins et ils vous rapportent des intérêts comme ça tous les jours. C'est sympathique, ça rapporte quelques centimes par jour, mais c'est toujours ça de plus qui va être réinvesti. Voilà, faites-en ce que vous voulez. C'est pas un conseil en investissement, mais Binance propose ça. Sincèrement, c'est plutôt sympa, jusqu'à 2000$. Donc c'est pour ça, s'il y a des débutants qui ont juste 50 ou 100$ dans les cryptos en stablecoin, allez pas vous embêter à aller dans la DeFi et tout. Hein. J'ai beau aimer la DeFi, j'ai beau avoir une chaîne sur cette thématique, faut être réaliste. Hein. Si vous avez très peu d'argent dans les cryptos, que vous voulez essayer un petit peu, commencer à voir un petit peu comment ça marche, le mieux si vous avez une toute petite somme en stablecoin, c'est de la laisser sur Binance. Hein. Vous prenez les risques quand même de la CeFi, mais voilà, ça reste Binance. Est-ce que si on fait un long en futur, sur le long terme, on est taxé beaucoup? Quand tu fais un long, tu as un truc qui est hyper important ici, c'est le funding. Sur Binance, je crois, c'est toutes les 6 heures, faut le payer. Sur FTX, c'est toutes les heures, ça dépend des plateformes en fait. Si tu long et que le funding est positif, si je dis pas de bêtises, tu es payé. Ok, tu n'as pas de frais à payer, tu vas être payé par ceux qui shortent. Et si c'est négatif, tu vas payer les shorts en fait. Parce que le problème des futurs, c'est que, enfin les futurs perpétuels évidemment, c'est qu'ils vont s'éloigner du prix spot. C'est pas forcément bon d'avoir un actif en perpétuel qui est éloigné du prix spot. Du coup, pour compenser cet éloignement, il va y avoir des frais qui seront soit positifs, soit négatifs en gros. Mais si vous faites du futur sur des contrats à terme qui terminent en septembre, en décembre, le mois que vous voulez, c'est pas mon problème, là il n'y aura aucun frais, aucun funding. Donc si jamais vous commencez à faire un peu de futur, à vous intéresser à certaines choses, si vous voulez faire des longues ou des shorts sur le long terme, c'est bien d'utiliser des contrats à terme qui vont terminer à tel mois, à telle date. Je sais que sur Binance, on a des bitcoins à terme. Tu vois, t'en as un qui se termine le 30 septembre et tu vois qu'en ce moment, il est à 19 900$. On a un qui se termine le 30 décembre et lui, il est à 20 000$ en ce moment. Tu vois, il y a un écart par rapport au prix actuel, mais c'est pas très grave. Le GST, à chaque fois, si vous faites des contrats à terme, peut-être que ça a changé depuis, mais les contrats à terme, ils sont genre hyper bas par rapport au prix actuel. Hein. GST 0,930. Alors, on va voir si je me suis trompé ou pas. Donc là, on a le GST, le contrat à terme qui termine le 30 septembre. Le prix actuel, c'est 4 centimes à peu près. Et le prix du GST en perpétuel, c'est vers 8 centimes et demi, tu vois. Donc ça veut dire que les gens qui font le contrat à terme, ils estiment que le 30 septembre, le GST, son prix va forcément baisser, donc ils ont déjà de l'avance, entre guillemets. Enfin, voilà, je vais quand même pas trop m'éterniser sur le sujet. On va arrêter là, je pense que j'ai fait les bases. Va te renseigner sur YouTube, va voir des tutoriels, il y en a plein. Et si tu parles anglais, c'est encore mieux si tu comprends l'anglais. Comme ça, tu pourras avoir encore plus de vidéos. Un truc qui est intéressant à voir, c'est l'émission des bitcoins. Vous savez pertinemment que un des mécanismes derrière le bitcoin, c'est le système de halving. Tous les 4 ans à peu près, le nombre de récompenses sur le réseau bitcoin est divisé par 2. Et vous vous doutez bien, hein, on n'a pas tous fait maths sup, moi non plus d'ailleurs, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, à force de diviser les récompenses par 2, on va avoir des valeurs hyper faibles. Et fun fact, je pense que
pas mal de gens le savent, mais on sait jamais. La plus petite unité sur le Bitcoin, c'est le Satoshi, donc c'est 8 chiffres après la virgule, et à peu près en 2140, il y aura le dernier halving où on va passer d'une récompense de 1 Satoshi par bloc à moins de 1 Satoshi, donc 0 Satoshi par bloc. Et deuxième fun fact, du coup, après 2140, le Bitcoin sera plus du tout inflationniste, hein, et le nombre va juste plus bouger. Et deuxième fun fact, il y aura jamais 21 millions de Bitcoin. Désolé de détruire un petit peu vos rêves, mais en réalité, il y aura genre 20 999 999 et quelques, genre à 300-400 Satoshi près, je crois, il y aura 21 millions de BTC. Mais il n'y en aura pas exactement 21 millions. Et ça, je pense qu'en vrai, il n'y a pas grand monde qui le sait, ce petit détail sur le BTC. Mais du coup, voilà, il y a le système de halving. Il y a le système de halving qui est vraiment hyper important à connaître sur le BTC. Et pour l'instant, avec le système de halving, on n'est pas en bull run, ok. Les données que je vais vous montrer, elles sont quand même représentatives du bear market, mais vous allez voir, je vais extrapoler l'analyse sur un peu plus loin. Vous en faites pas. Je sais ce que je fais, je maîtrise. Alors, en ce moment, là c'est une moyenne sur 24 heures, il y a eu 862,5 nouveaux bitcoins sur les dernières 24 heures, et il y a eu 18 bitcoins en frais. Donc on crée 862 bitcoins sur la blockchain Bitcoin, et les récompenses de frais c'est 18. Vous voyez qu'il y a quand même un sacré écart entre les deux. Imaginez que les mineurs de Bitcoin, ils n'aient plus les récompenses de blocs. Ils doivent se démerder qu'avec les frais. C'est pas bon, c'est pas beaucoup. Sur BTC, on peut se dire, si ça continue comme ça sur le long terme, c'est pas bon. Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est pas un réseau qui est fait pour être comme de l'or. En fait, c'est pas un réseau qui est fait pour avoir aucune transaction, aucun échange dessus. C'est vraiment un réseau qui est construit pour être, c'est fait pour échanger de la valeur. Et si on fait juste garder de la valeur, on va pas créer de frais de transaction. Et sur le long terme, c'est pas bon. Ça va se ressentir avant qu'il n'y ait plus de nouveaux bitcoins. Quand à un bloc, il y aura genre 100 Satoshi, 200, 400, 800, enfin une quantité ridicule de bitcoins à tous les nouveaux blocs, je pense qu'on pourra le vivre. Parce que prochain halving, il y aura 3 nouveaux BTC, prochain 1,56, prochain 0,78. Déjà, quand on va passer en dessous des 1 bitcoin, on a encore un petit peu le temps pour l'instant, mais quand on va passer cette limite, à mon avis, ça va devenir chaud pour les mineurs. Alors, certes, ça va être compensé en partie parce que le prix du Bitcoin va être plus élevé, théoriquement. Mais si c'est pas le cas, du coup, ça va pas être compensé. Ce qui peut être problématique, en fait, c'est que on va prendre l'exemple extrême. On retire les récompenses de blocs. Tous les mineurs, du coup, ils doivent se démerder. Ils doivent se partager 0,13 BTC par bloc, ce qui est vraiment ridicule. C'est 2600 balles. Je peux vous dire que là, tous les mineurs sur Terre, s'ils doivent se partager 7 récompenses par bloc et pas les 6 bitcoins, c'est fini. Finito. C'est clairement pas assez. Il y a plein de mineurs qui vont débrancher. Et là, ça va équilibrer, entre guillemets. Le réseau va devenir un peu moins sécurisé, mais ça va équilibrer. Les mineurs vont chacun gagner plus. Il y aura moins de mineurs, mais ils vont chacun gagner plus du coup, comme il y aura moins de compétition. Le problème à ça, c'est que du coup, ça va baisser la sécurité sur le réseau. Et si on baisse la sécurité sur le réseau, on a de plus en plus de chances qu'il y ait une attaque des 51% ou d'autres types d'attaques. Et ça peut mettre un coup sur le prix du BTC, ça peut le faire baisser. Alors peut-être qu'il y a un autre truc que je prends pas assez en compte, c'est l'avancée technologique. Plus tard, on aura des machines qui pourront miner du Bitcoin pour moins cher, pour moins d'électricité. On pourra avoir la même puissance de calcul, mais pour moins d'électricité. Je pense que c'est inévitable. Petit à petit, c'est le cas pour l'instant, et je pense pas que ça va s'arrêter demain, mais pour l'instant, petit à petit, on a des machines de plus en plus performantes sur le temps. Pour être rentable juste avec les frais, pourquoi pas? Bitcoin rentable sur le long terme avec les frais, why not? Sincèrement, je veux bien l'imaginer. Mais tous les forks qu'on a du Bitcoin, je pense que les forks de Bitcoin sont plus ou moins voués à mourir en fait sur le long terme. Et déjà là sur Bitcoin, on va sortir la calculatrice et on va voir combien de pourcentage les frais représentent sur toutes ces récompenses. Donc 17,95 plus 862,50, ça fait 880,45. Voilà, j'ai rouillé. Du coup, si je fais 17,95 divisé par tous les bitcoins de récompense aux mineurs, que je multiplie par 100, on a un pourcentage. Donc les frais de transaction pour l'instant sur le réseau Bitcoin, c'est 2% des récompenses des mineurs. Les mineurs, grâce aux frais, ils ont 2%,
Enfin, non, oula, je vais recommencer ma phrase, elle est pas terrible. Les récompenses qu'ont les mineurs, 2% de ces récompenses sont représentées par les frais, ce qui est hyper faible. Et ce qui peut pas suffire pour, sur le long terme, évidemment. Soit Dogecoin, ça va finir par mourir parce qu'au bout d'un moment, c'est fini les conneries. En fait, sur Dogecoin, il n'y a pas de système de halving et à chaque bloc, il y a 10 000 nouveaux Doge. Toutes les minutes, 10 000 Dogecoin qui sont créés. Ça paraît être des mauvaises tokenomics, mais en vrai, sur du très long terme, enfin, ouais, c'est compliqué. Sur du très long terme, c'est pas une si mauvaise chose. Parce que la première minute, il y a 10 000 Dogecoin qui sont créés. La deuxième minute, au total, du coup, il y en a 20 000. Il y en a 2 fois plus que par rapport à il y a 10 minutes. Ensuite, on va passer de 20 000 à 30 000. Il n'y en aura pas 2 fois plus, il y en aura 50% en plus. On va passer de 30 000 à 40 000, etc. Et en fait, au fil du temps, l'inflation va baisser. Parce qu'elle est linéaire en fait. Donc forcément, l'inflation le pourcentage en tout cas d'inflation va baisser au fil du temps. Et je crois qu'actuellement, Dogecoin, c'est déjà moins inflationniste que l'euro et le dollar. Donc, je pose ça ici, je dis ça, je dis rien. Mais sur le long terme, on finira par avoir un Dogecoin qui aura une inflation quasiment négligeable sur l'échelle d'une vie. Sur genre 80-100 ans, il aura peut-être une inflation de même pas 2%. Et objectivement, je pense que le dollar, l'euro et la plupart des monnaies étatiques, elles n'ont pas une inflation aussi faible sur du long terme comme ça. Il y a un an, un Dogecoin, ça valait 0,207764. Sa market cap, c'était combien? 27,090. Actuellement, on a 8550,58. Et un Dogecoin, ça vaut 0,061516. Donc là, on a un pourcentage d'inflation sur le Dogecoin sur un an qui est de 1,6%. Grosso merdo. Sur moi, allez, j'ai genre 21 ans, quasiment 22. Imaginons que je vive jusqu'à 80 ans. Ça fait encore 58 ans à vivre à tout péter. Bon, c'est un mauvais calcul de faire 58 fois 1,6, on est d'accord. D'ici ma mort, si je vis 80 ans, il y aura à peu près 2 fois plus de Dogecoin en circulation. De l'euro et du dollar. Clairement, il y a moyen que sur l'échelle d'une vie, on arrive à des valeurs qui soient abusées, qui soient, je pense, à 3-4 chiffres. Donc, voilà. Je pose ça ici pour Dogecoin, je dis pas qu'il faut absolument en avoir, personnellement j'en ai pas officiellement, j'en ai un tout petit peu sur une ledger mais c'était pour la blague et je les ai laissés. Mais voilà, je suis pas un partisan du Dogecoin, encore moins du Shiba, alors là, bon, le Shiba, arrêtez avec ça. Et le prix du Bitcoin, il y a un an, c'était 33 262,65. 33 262,65, ça donne même pas 2% d'inflation sur un an. Alors, fun fact, hein, je pense qu'il y en a plein qui ne l'auraient pas dit, mais Bitcoin a été plus inflationniste que Dogecoin sur les 365 derniers jours. Mais du coup, c'est incroyable parce que Bitcoin sera face au dollar qui, lui, est inflationniste. Et oui, même l'or en soi est inflationniste, hein, parce qu'on en mine, du coup, littéralement, l'or, on le mine vraiment, du coup, et il y en a de plus en plus en circulation. Alors, il y a aussi plus ou moins un système de burn, on va dire, sur l'or. Je suppose que l'or, c'est pas éternel. Il y a de l'or qui peut être perdu ou qui peut se désagréger avec le temps ou je sais pas quoi, sûrement. Mais Bitcoin, c'est pareil. Il y a des Bitcoins qui sont perdus sur des wallets. Il y a les 1 million de Bitcoins sur l'adresse de Satoshi Nakamoto. Pour ceux qui auraient regardé le premier live, je vous avais confié que j'avais mis de l'argent sur un protocole qui s'appelait Ola Finance, qui a eu un hack et que j'ai perdu des sous dessus. Ils sont fait voler 7 millions, je crois. Truc comme ça, 7-8 millions. Alors en vrai, ils se sont fait voler moins, mais il y a eu des liquidations. Enfin, c'est compliqué. Mais bref, ils ont tout perdu. Tout ce qu'il y avait sur le réseau Fuse, sur Ola Finance, plus rien. Comme ça, en un claquement de doigts. Pouf, tout était sorti. Mais, Grand Prince, comme j'ai dit, ils ont lancé un plan de compensation. Et le plan de compensation, ça y est, on peut commencer à le réclamer. Alors, on peut réclamer des... Alors, je crois qu'on pouvait le faire avant et que j'avais juste pas vu, en fait. Le plan de compensation, il est en 3 cryptos. Vous avez une partie en Fuse, donc le token de la blockchain, et une partie en Volt. C'est un peu l'équivalent du cake de PancakeSwap, mais sur cette blockchain. Et un équivalent encore plus merdique parce que son prix, vous vous doutez bien que c'est ultra inflationniste, le bordel et tout, une blockchain de moins en moins utilisée. C'est ridicule, ça vaut plus rien. Donc, je vous dis pas encore une fois combien j'avais, mais là j'ai vendu les Fuse et les Volt que j'ai pu récupérer. Allez, devinez combien j'ai récupéré avec les Fuse et les Volt. Je vous dis juste que j'ai perdu une somme à 4 chiffres sur le protocole. Et il y a une autre partie de la compensation qui va se faire... Alors on pouvait avoir le choix soit entre de l'USDC, soit le token de Ola. Ils vont lancer leur token, Ola Finance. Moi j'ai décidé d'avoir des USDC parce que les tokens qui se pètent la gueule et tout... Ah, vous parlez en pourcentage, vous êtes chaud, hein. J'ai même pas fait le pourcentage, mais... Attendez, je vais calculer le pourcentage. Un pourcentage
à l'à peu près. Hein. C'est juste une partie de la compensation. Il reste l'autre partie en USDC qu'on peut pas encore réclamer, ou en OLA, le token de la plateforme, on peut pas encore réclamer. Ce sera courant juillet, on sait pas quand, on verra bien. Je crois que ceux qui ont choisi la compensation OLA, en fait, ils auront pas que du OLA, ils auront genre moitié USDC, moitié OLA, je sais plus trop comment ça se passe. Alors je vois du 5%, 20, 27%, 3%, 10%, vous êtes tous au-dessus. J'ai récupéré, juste avec les fuses et les volts, 0,4% de ce que j'ai perdu. C'est chaud. Les fonds qui ont été volés du coup par le hacker, si je dis pas de bêtises, il y a pas si longtemps encore, il avait confirmé sur le groupe des gens qui avaient perdu de l'argent sur Ola Finance, il y a un groupe Telegram spécial pour ça, il y en a même 2. Et ils avaient, il y a l'adresse du hacker et il y a genre un mois et demi, les sous-sous avaient pas encore bougé. Donc il y a aussi la potentielle chance que le hacker rende les fonds, mais ça fait déjà 3 mois je crois que ça a été volé. Je m'attends pas à ce que les fonds soient rendus. Clairement, aucune chance pour moi. Mais Ola Finance, sincèrement, l'équipe est carrée. Hein. Ils ont leur tableur avec toutes les adresses et tout. Donc si jamais ils récupèrent l'argent un jour, ils vont renvoyer l'argent aux adresses. Hein. J'ai déjà parlé un petit peu avec un gars de l'équipe d'Ola Finance. Sincèrement, ils sont sympas. Mais voilà, j'ai perdu un peu confiance dans leur protocole. C'est la vie. Cet échangeur s'appelle OO. H-O-O. OO Exchange. Il me semble que c'est chinois. Petit à petit, graduellement, vous allez voir, ça va être de pire en pire. Et pour se rendre compte du problème sur OO, il faut juste taper le nom de 2-3 cryptos et vous allez voir, il va vite y avoir un problème. Pendant un moment, il y avait un gros problème sur le Pax Gold et il y a toujours un problème sur le Pax Gold. Il vaut 4000 balles en ce moment sur OO. En tout cas, il a été échangé récemment à 4000 balles. Ce qui n'est pas du tout le prix du Pax Gold. Hein. Le Pax Gold, c'est un stablecoin qui suit l'or. Et le Pax Gold vaut en ce moment 1700 $. Donc tout de suite, on peut se dire, là, imaginez, vous avez au moins 2 neurones dans votre tête. Connexion entre les deux. Le Pax Gold qui est à 1700 quelque part et qui est à 4000 sur OO. On peut faire de l'arbitrage. J'ai eu la bonne idée de faire de l'arbitrage, pas sur le Pax Gold, sur une autre crypto. On va voir d'ailleurs s'il y a toujours l'opportunité. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut surtout pas faire la même chose. Déjà, ça aurait été évident. Avant de faire je suis là pour faire les bêtises à votre place, on va dire. Mais avant de faire ce coup d'arbitrage, j'aurais dû réfléchir un petit peu. S'il y a un si gros écart d'arbitrage, il y a forcément des bots ou quoi qui vont passer avant moi. C'est genre quasi impossible que je puisse arriver avant un bot ou quoi sur un coup d'arbitrage. C'est pas non plus impossible, mais ce sera soit quasiment pas rentable, ou soit, voilà, ce soit hyper rare. Mais là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai déjà parlé, je sais pas si j'en ai parlé sur la chaîne Crypto Future, mais j'aime bien le projet Moonpot, et j'ai un petit peu du token du projet. Je suis en perte dessus, hein. Je crois que ma moyenne d'achat dessus, c'est 50 centimes, mais quand on a des pots dessus, on a des intérêts sur ces pots, du coup, ma moyenne d'achat baisse petit à petit. Mais bon, elle reste élevée par rapport au prix actuel, hein. Je suis bien dans le rouge. Bref, c'est pas le sujet. Et je me suis dit, ok, comment je peux accumuler des pots? J'ai pas spécialement envie d'en racheter tout de suite des pots. Parce que si j'en rachète et qu'ils se pètent la gueule, bah certes j'aurais baissé ma moyenne d'achat parce que ma moyenne d'achat est vers 50 centimes, il est à 19, mais c'est pas ouf. Je préfère essayer d'en accumuler d'une autre façon. Est-ce qu'on peut pas faire de l'arbitrage? Et j'avais vu sur CoinGecko le prix du pot qui était à 30 centimes. CoinGecko est content et dans les normes là, il nous dit que le Moonpot 19 centimes, sur le site officiel 19 centimes, on est bon. Mais si on regarde son graphique, là je suis juste sur 24 heures, on voit qu'il y a une grosse bosse à 39 centimes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette grosse bosse à 39 centimes, c'est justement sur OO. Ça je peux vous l'assurer, c'est là-bas. Si on tape le pot, là on peut voir qu'en ce moment il a 39 centimes. Vous voyez, 2 fois le prix du cours actuel. Et moi en voyant ça, le pot c'est une crypto que j'aime bien. Je veux en accumuler sur le long terme. Je me dis, putain, il y a un coup d'arbitrage et j'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit un bot pourrait passer avant moi justement. J'ai été hyper bête sur le coup. Après, je m'étais quand même dit, ouais, mais je m'étais quand même fait la réflexion, tiens, c'est marrant, il a 39 centimes, donc les gens se rendent pas forcément compte qu'il y a un coup d'arbitrage. Je m'étais quand même vite fait la réflexion, mais j'ai pas poussé assez loin pour me dire que les bots, ils pouvaient voir à plus d'endroits que CoinGecko et comparer entre eux. Bref, j'ai pas réfléchi à 100%. Donc j'ai sorti des pots de Moonpot, je les ai mis sur OO, je les ai vendus, hein, évidemment. Ce que j'ai vendu, allez, on va dire que j'avais 100 $ de pots, mais je les ai vendus pour 200 USDT. Les chiffres sont pas exacts, hein. J'ai pas fait un x2, mais je crois que j'ai fait un bon coup d'arbitrage et je suis à plus 30, plus 40%. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai des USDT maintenant sur OO
et j'ai plus qu'à les retirer sur mon portefeuille, et ensuite sur la blockchain, sur OneInch ou je sais pas quoi, je rééchange mes USDT contre des pots. Ok, vous voyez le processus. Je leur explique au cas où. Moi, j'ai de l'argent sur mon portefeuille. J'ai des pots, en l'occurrence. Je les envoie sur OO, parce qu'ils sont beaucoup plus chers sur OO. C'est beaucoup plus rentable de les vendre là-bas que de les vendre sur la blockchain. Je les vends donc sur OO contre des USDT. Ces USDT, du coup, je les renvoie sur mon portefeuille, parce qu'en les renvoyant sur mon portefeuille, je peux racheter des pots, et je vais en racheter plus que ce que j'avais au début, genre 20, 30, 40% de plus. Le petit problème, c'est que quand on fait un retrait d'USDT depuis OO, ça ne marche pas, parce que OO a eu des problèmes de liquidité, et OO ne permet plus de retirer des USDT. Et il ne permet plus de retirer de l'USDC, du Bitcoin, de l'ETH, n'y pensez même pas. Toutes les grosses cryptos, n'y pensez même pas. Petit à petit, on peut aller le voir sur leur Twitter. Hop là, ou.com. Petit à petit, tous les jours, alors ils ont arrêté depuis le 7 juillet, je vais vous dire pourquoi, mais tous les jours, vous voyez, ils rajoutent des cryptos comme ça. Le Elon, c'est quand même une crypto, je crois, qui est encore dans le top 100 ou au pire dans le top 300. C'est limite une des plus grosses qu'il y a dans la liste, hein. C'est abusé. Voilà, encore des shitcoins. Et dans le lot, il y a quand même eu le TUSD, en plus vers le début. Hein. Là, juste ici, vous voyez, il y a le TUSD. Le POTS aussi, putain, le POTS qu'on peut retirer, j'ai le somme. Il y a le TUSD. Donc de toute façon, là, mes USDT, je peux plus y toucher, ils sont gelés. Comme j'ai essayé de les retirer, pour l'instant c'est mort, je les ai perdus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté mes pots de départ, et l'argent que j'ai dépensé pour racheter mes pots de départ, je l'ai retiré de mon portefeuille. Pour l'instant sur mon portefeuille, j'ai une perte sèche. Peut-être qu'un jour je vais récupérer mes USDT, on verra bien. Mais là vous voyez, on a le TUSD. Potentiellement sur le TUSD, les retraits sont ok. Moi j'ai vu plusieurs commentaires de gars qui disaient que ça faisait plusieurs jours qu'ils avaient fait des retraits en TUSD et qu'ils n'avaient rien reçu. Donc, faites hyper attention aux petits échangeurs centralisés. Forcément, il y a des manques de liquidité à plein d'autres endroits, on les pense pas forcément. Croyez-moi, l'UST, c'était vraiment le premier domino. Il y a eu tellement de répercussions, jusqu'aux assurances. Moi, j'ai perdu de l'argent sur l'UST à cause d'une assurance. Et c'est potentiellement à cause de l'UST que là, en ce moment, ils peuvent pas... faire de retrait. C'est ma répartition actuelle de portefeuille. Donc j'ai 77-78% de stable. Évidemment, mon pourcentage de stablecoin fluctue en fonction de la valeur du BTC, l'ETH et compagnie. Fun fact, j'ai un peu plus de BNB que d'ETH. J'ai quasiment la même valeur. Mais en ce moment, je suis plus à acheter de l'ETH que du BNB. J'ai déjà parlé des doubles investissements. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai des ordres sur l'ETH. Vendredi, j'ai des ordres sur le double investissement qui vont arriver à terme sur l'ETH. L'ETH va passer au-dessus du BNB. Là, dans la semaine, clairement, j'aurai plus d'ETH que de BNB, c'est sûr. Il y a ça qui va changer sur mon portefeuille, mais voilà, à part ça, ça va pas beaucoup changer. Hein. Début d'année, je crois que j'avais 60% d'USDT dans mon portefeuille. C'est beaucoup. Je suis quand même vachement centralisé sur ces deux stablecoins. Mais après, vous voyez, moi quand je dis que je suis les tendances globales du marché, clairement, je suis un mouton, quoi. L'USDC, l'USDT, c'est les deux plus gros stablecoins. Et bah, c'est les deux plus gros dans mon portefeuille, hein, en termes de représentation. J'arrive juste, comment tu peux être à 77% des stables, tu es passé en stable à quel mois? Ça, je l'avais dit, novembre 2021. D'ailleurs, un truc marrant, c'est que quand je suis sorti pour mettre quasiment full stable, quand j'ai vendu tous mes altcoins quasiment, à part les BTC et les ETH, quoique je crois que j'avais vendu un peu d'ETH. J'étais à 80% de BTC en novembre. 80% de stable en novembre. Ça n'a pas bougé depuis tellement le BTC s'est pété la gueule. Au dollar près, en tout cas, je sais pas combien j'avais, mais j'ai perdu genre 20-30% sur mon portefeuille depuis l'ATH de mon portefeuille. Mais en termes de stablecoin, ça n'a pas bougé. Parce que j'ai de moins en moins de stablecoin, je fais du DCA. Donc mon pourcentage de stablecoin devrait descendre. Mais il descend pas parce que c'est compensé par la baisse du BTC et des autres cryptos que j'ai qui sont pas stables. Donc déjà, dans le top 10 des cryptos, j'ai quelques autres altcoins, mais j'ai quasiment rien en altcoin. J'ai un peu de AVAX, ridicule, un peu de UOS, un peu de POTS. J'ai rien en altcoin quasiment. Vous voyez que le reste de mes cryptos, c'est 1,5%. Hein. Je suis pas exposé du tout quasiment. Je suis full stable. J'ai 1% stablecoin euro pour l'instant. Mais du coup, versus euro, t'as gagné 20%. Exactement. Clairement, je suis sorti en novembre, c'était pas mal. J'ai pas gagné 20% depuis novembre. Attention, depuis novembre, j'ai dû gagner 10%. Ce qui est déjà abusé. Hein? C'était si haut en novembre? C'était à 1$. C'était à 1$. Ouais, je suis plutôt sorti fin novembre, on va dire par là. Genre, j'ai commencé à sortir mi-novembre et j'avais fini de sortir fin novembre. Donc, allez, à 1,13. 1,13. Ouais, j'ai gagné 13% en passant stablecoin dollar. Ah, c'est abusé. Et là, j'ai jamais eu autant de stablecoin euro. Jamais. J'avais un pote qui avait de l'argent sur Anchor Protocol
croyez-moi ou pas, hein, sa mise de départ qu'il a mis sur Encore Protocol, grâce à l'assurance, il a réussi à récupérer toute sa mise de départ et même une partie de ses intérêts. Il avait pris une assurance et le pire du pire. Alors je sais pas si c'est moi qui ai eu le nez creux parce que c'est vraiment moi qui l'ai aidé, c'est moi qui lui ai dit vas-y prends une assurance sur 6 mois pour l'instant on verra bien. Et genre le DPEG il a commencé genre début mai et genre vers le 15-20 mai son assurance elle se terminait. Alors là c'est niveau timing c'est mouah, parfait. Niveau timing on n'aurait pas pu faire mieux. On n'aurait vraiment pas pu faire mieux. Donc son assurance a marché, il a récupéré ses sous et voilà. Les assurances ont fait le taf. Moi je trouve ça sympa comme sujet, on n'en parle pas assez, mais je vous le dis, hein, je vous le dis clairement, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est un domaine qui va avoir l'avenir, que tous les projets dans ce domaine ils vont faire des fois 100. Moi je suis persuadé qu'il y aura quasiment pas de perf, ou en tout cas pas d'énormes perfs par rapport à d'autres domaines sur les assurances sur le prochain bull run. Ça existait déjà sur ce cycle là et est-ce que vous avez entendu beaucoup parler des assurances? Non, parce que c'est chiant. Et puis pour l'instant parce que c'est encore un domaine assez petit. En vrai je le vois un peu comme la DeFi en 2017. C'est pour moi une chance sur deux, soit ça pète à fond au prochain cycle parce que les gens vont se rendre compte vraiment, enfin il va y avoir une grosse demande en fait sur le secteur, soit ça va pas péter et puis tant pis. Hein. C'était un super moment pour moi, merci à tous d'être restés jusqu'ici. Salut tout le monde.